L'amylose cardiaque à transthyrétine est une maladie décrite comme rare, mais en réalité, sa incidence est totalement méconnue. Sur des données de santé publiques françaises en 2019, on estimait l'incidence à 3,6 pour 100 000 habitants, soit entre 2000 et 2500 cas diagnostiqués par an. En réalité, l'incidence est désormais nettement supérieure du fait des progrès diagnostiques d'une part, mais malheureusement aussi du fait que beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués. Pourtant, cette maladie est grave. Chez des patients diagnostiqués et non traités, la médiane de survie est de 2 à 6 ans selon le stade au diagnostic. La moitié de ces patients vont être hospitalisés dans l'année pour un tableau d'insuffisance cardiaque. Cette maladie, du fait de ces atteintes cardiaques et extracardiaques, va donc altérer la quantité de vie, mais également la qualité de vie. Hospitalisation, essoufflement, perte d'autonomie, fragilité, douleur chronique, d'où l'intérêt de diagnostiquer le plus précocement possible l'amylose à transthyrétine. Quelle est la physiopathologie de l'amylose à transthyrétine? Dans l'hépatocyte, le gène TTR code pour un ARN messager qui va permettre la production d'une protéine, d'abord sous forme de monomère, puis qui s'assemble sous forme de tétramère, qui s'appelle la transthyrétine ou la préalbumine. Cette préalbumine, sous forme tétramérique, est stable, soluble. C'est un transporteur d'hormones thyroïdiennes de vitamine A. Dans certaines conditions, cette préalbumine va devenir instable et les tétramères vont se défaire en monomères, puis se dissocier, se débobiner en quelque sorte, pour former des fibrilles amyloïdes qui vont se déposer dans les différents tissus de l'organisme, dont le cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette maladie est une maladie exponentielle. C'est-à-dire que plus il y aura de fibrilles amyloïdes, plus de nouvelles fibrilles amyloïdes vont être formées. Les conditions qui sont à l'origine de la déstabilisation du tétramère peuvent être génétiques, et on parle à ce moment-là d'amylose à transthyrétine héréditaire, c'est-à-dire il y a une mutation du gène de la transthyrétine, ou peuvent être liées au vieillissement avec des mécanismes encore incompris, et on parle alors d'amylose à transthyrétine sauvage, ce qui correspond à environ 90% des cas en France métropolitaine. Comme dit précédemment, les fibrilles amyloïdes peuvent toucher tous les tissus de l'organisme, les tissus extracardiaques, notamment ostéo-articulaires, mais également le tissu cardiaque, ce qui en fait le pronostic. Au niveau cardiaque, toutes les tuniques du cœur peuvent être atteintes et tous les syndromes cardiologiques peuvent donc survenir. Tout d'abord, il va y avoir une infiltration dans le myocarde. Cela va induire de la fibrose, de la rigidité myocardique et des cardiopathies dites hypertrophiques et restrictives qui vont générer de l'insuffisance cardiaque. Autre tissu qui peut être atteint, c'est le tissu conductif, ce qui va induire des bradycardies, des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire qui vont mener à des malaises, syncopes, voire des morts subites qui peuvent être prévenus par l'implantation d'un pacemaker. Le tissu valvulaire également peut être atteint avec notamment la valve aortique, ce qui génère des rétrécissements de la valve aortique qui vont également aggraver la symptomatologie des patients et qui peuvent être traités par remplacement valvulaire aortique, le plus souvent par des techniques percutanées. Enfin, les oreillettes peuvent être infiltrées par l'amylose et cela va induire également des troubles du remplissage du ventricule gauche, aggravant ainsi l'insuffisance cardiaque, mais aussi des troubles du rythme supraventriculaire, notamment la fibrillation atriale qui est très prévalente dans cette maladie et qui va aggraver l'insuffisance cardiaque, mais aussi être à l'origine d'un risque accru d'AVC. L'amylose à transthyrétine n'atteint pas que le cœur. Elle atteint beaucoup de tissus extracardiaques, notamment ostéo-articulaires. Et c'est une opportunité magnifique de faire le diagnostic quelques années avant l'atteinte cardiaque, puisque souvent, cette atteinte ostéo-articulaire précède l'atteinte cardiaque qui grève le pronostic des patients. Quelles sont ces atteintes ostéo-articulaires? Il y a souvent le syndrome du canal carpien, environ 6 ans avant l'atteinte cardiaque,
qui est souvent bilatérale et inexpliquée. Mais plein d'autres atteintes ostéo-articulaires peuvent survenir, comme des doigts à ressaut, des ruptures tendineuses, notamment la rupture de coiffe des rotateurs, un canal lombaire étroit. Et puis il y a d'autres signes extracardiaques, comme la neuropathie périphérique, la surdité, la dysphonie, la dysphagie, la dysautonomie ou encore la constipation. Pensez à l'amylose à transthyrétine. Et pour y penser, vous pouvez utiliser l'acronyme RIPOF qui a été proposé par le réseau Amylose. R comme atteinte rhumatologique, canal carpien, canal lombaire étroit, rupture tendineuse, etc. Et EPOF qui sont les signes d'insuffisance cardiaque, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Cette association de signes d'insuffisance cardiaque et d'atteinte rhumatologique, c'est la signature de l'amylose à transthyrétine.